OK. Pardon? Oui. Bonjour, chers collègues, chers étudiants. Hello? Hello? Bonjour. Oui. Bonjour. OK, merci. Nous avons cet après-midi le séminaire et nous avons le privilège d'avoir notre professeur Assa qui va nous animer le séminaire cet après-midi. Donc, le séminaire concerne l'encadrement de mémoire et de thèse, les attentes de l'encadrant. Hello, Dr. Kaiser. Oui. Oui. Dr. Kaiser, nous sommes avec vous. Hello? Hello? Oui, allô? Oui, allô? Hello, nous sommes à l'écoute. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, nous sommes à l'écoute. OK. Comme je le disais, nous avons le privilège d'avoir le professeur Assa parmi cet après-midi pour animer le séminaire de cet après-midi. Et le thème du séminaire, c'est l'encadrement des mémoires de thèse, les attentes de l'encadrant et de l'étudiant vis-à-vis du processus de recherche à l'Université du Ghana. Donc, sans tarder, je vous encourage à bien vous positionner pour écouter. Docteur Kaiser, il paraît que vous avez un problème. Hello, how are you? Oui, vous avez un problème de la connexion. Okay? Vous ne m'écoutez pas? Hello? 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 Commencer pour faire ça. OK, Dr. Kaiser, vous êtes de retour. Oui, parce que il me semble que c'est le problème de réseau ici. Dr. Kaiser? Merci beaucoup, Dr. Kaiser. Oui. Merci beaucoup. Bonjour aussi, chers collègues, chers étudiants. Au campus, à la fois, au campus? Chez vous, au campus ou bien à la maison? Oh, je suis au campus. Est-ce que je peux commencer quand même? Oui, commencez, s'il vous plaît. OK. Merci beaucoup, Dr. Kaiser. Donc, rebonjour, chers collègues, et rebonjour aussi les étudiants. Oui, ma tâche est à la fois facile et difficile. Il y a un sujet qui est l'encadrement des mémoires et des tests, les attentes de l'encadrant et de l'étudiant vis-à-vis du processus de recherche à l'Université du Ghana. Bon, c'est un sujet facile et difficile, mais en même temps, je vous propose cette entrée apéritif de Kiyobo d'abord. Et voici ce constat. I would never have succeeded in completing this dissertation without the help, support, guidance, and advice of many. Therefore, I would like to take a moment to express my deep appreciation and heartfelt gratefulness. My supervisor, Professor Christian Stilwell, who did not hesitate to help me and encourage me to undertake this challenging topic. I was naturally drawn to. Taking me through the process, she believed in me and nurtured me through my academic development. My co-supervisor, Fiona Bell,
for her support, kindness, and understanding during my difficult times. Was always prepared to listen. The population of my study, the English and French academics, as well as the subject librarians for their kindness, patience, and willingness to give up their time and participate in this study. Dr. Zawede Nzibirwa, whose motivation and encouragement kept me going. Voilà, voici donc les propos d'une femme qui a terminé sa maîtrise et qui était aussi mariée avec des enfants, avec des problèmes sociaux. Apport le soutien de ses encadreurs, de ses collègues et oui, l'affirmation, le propos défavorable de Samia, qui est doctorant en sciences politiques de l'Université de Gigel. Je rencontrais mon directeur parfois sur le parking pour 5 minutes. Il n'avait pas le temps. Il était débordé, trop de doctorants, aussi trop de mépris. Et il a fallu qu'il lui prouve de quoi il était capable. C'est quand il a vu qu'il y avait des connexions avec l'Université de Bordeaux, par exemple, qu'il a commencé à me prendre au sérieux. On a eu une vraie discussion dans son bureau 3 ans après mon inscription en thèse. Et puis, Emmanuel de la faculté de sociologie à l'Université de Cotonou, Bénin, dit ceci. Quand on m'a donné l'autorisation de soutenance, j'étais même déjà fatigué et j'avais oublié une bonne partie de mes travaux. Je me consacrais uniquement au cours, vu que j'étais assistant chez moi et il y a des gens qui sont restés assistants toute leur vie. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'avaient pu finir les thèses ou bien c'était délibéré. De toutes les manières, beaucoup d'abandon, même d'abandonner. Bon, puisque je viens de vous aiguiser l'appétit, je vous propose ce menu. Tout d'abord, le principe directeur de l'encadrement qui prendra 5 minutes, mesures de sécurité et appui 15 minutes, attente des étudiants de l'encadrement 10 minutes et parallèlement, attente aussi du directeur des projets potentiels et effectifs de mémoire et de thèses à l'égard de l'encadrement qui aussi prendra 10 minutes, c'est-à-dire 2 activités menées parallèlement. Et puis, il y aura la compilation et présentation des 2 ensembles d'attentes pour 15 minutes et confrontation avec les attentes d'autres institutions 10 minutes, rédaction du rapport défis et remèdes 20 minutes, phase interactive 30 minutes, recommandation 5 minutes, évaluation anonyme 3 minutes et clôture 2 minutes. Et donc, voici la feuille de route posée. Voici le principe de base de l'encadrement. Tout d'abord, cela permet à l'étudiant de se responsabiliser et de devenir autonome. Étudiant-chercheur qui devient aussi à cause de l'encadrement, il devient chercheur lui-même à l'avenir. C'est un accompagnement scientifique, l'encadrement. C'est aussi un suivi scientifique de la thèse, du mémoire et du projet. Et cela permet bien sûr l'échange de points de vue. Et si vous voulez, c'est une sorte d'initiation rite de passage qui permet à l'étudiant, à cet étudiant-chercheur de devenir aussi chercheur. Et donc, cela comporte un mentorat. Et surtout, cela permet le renouvellement scientifique parce que c'est à cause de la recherche que nous avons de nouveaux apports au savoir, aux connaissances. Et cela favorise également la transformation de l'institution. Cela, bien sûr,
aboutit au rajeunissement du corps enseignant, à la modernisation, au renforcement, regain d'influence des vies. Écoutez, sans cela, cela veut dire qu'il n'y aura pas, ce sont les vieux comme moi qui dirigeront toujours, mais ce n'est pas comme ça dans la vie. Il faut savoir se faire remplacer. Et donc, la direction, l'encadrement permet ce rite de passage, favorise ce rite de passage. C'est naturel. C'est normal. Et puis, l'encadrement aussi, c'est la co-direction. Souvent, le projet de traduction permet un encadrant. La maîtrise, MA, un encadrant, MPhil, des encadrants. Le doctorat, 3 encadrants. Et l'encadrement, c'est toujours, se base toujours sur le respect réciproque. Ça, c'est un principe incontournable. Bon, comme toutes les universités, comme la plupart des universités du monde, l'Université du Ghana a formulé des mesures de sécurité et aussi avancer des systèmes d'appui pour favoriser, soutenir les doctorants. Ce qui, bien sûr, reflète pour protéger tout le monde, les parties en coprésence ou bien en présence contre abus, risque, retard, procrastination, indiscipline, si vous voulez, de la part de l'étudiant, aussi de la part de l'encadrant. Et ces mesures de sécurité permettent aussi de tracer l'évolution, le progrès de l'étudiant, de l'encadrement. Et cela assure également la transparence et reflète également les meilleures pratiques internationales. Bon, exemple, le College of Humanities de notre université a élaboré un contrat formel entre encadrants et étudiants. Je vous ai passé un document là-dessus, j'espère que tout le monde l'a lu, qui permet de protéger l'étudiant, de protéger aussi le candidat, le docteur, l'encadrant, de favoriser l'encadrement et également, la plupart d'entre vous ne le saviez pas, le corps de School of Graduate Studies de notre université a aussi élaboré des formulaires, des fiches pour favoriser, pour tracer et évaluer également le progrès des travaux, le progrès aussi de la thèse. Par exemple, il y a un document, School of Graduate Studies, University of Ghana Progress Report on Research Students, PhD, to be submitted at the end of each semester. Pareillement, il y a une autre fiche qui doit être remplie chaque semestre par les maîtrisards. Oui, ce document aussi est là, accessible sur ce site. Et également, the School of Graduate Studies a Progress Report on Research Students, MA, c'est-à-dire Master 2, Master 1. Voilà. Et récemment, le College of Humanities a également sorti un document pour diriger, favoriser l'encadrement. Je vous ai déjà passé un document, partagé avec un document, l'exemplaire de ce document. Et puis, heureusement pour tout le monde, maintenant, c'est clair. Au niveau institutionnel, l'Université du Ghana a élaboré un format du rapport de recherche et de mémoire qui est réparable sur le site universitaire. Je vous ai donné les deux adresses pour
la structure du format PhD, la thèse PhD, et puis la structure aussi du mémoire master. Et au niveau départemental également, récemment, le département a publié, a partagé avec tout le monde, j'espère, la structure de thèses et de mémoires et de projets. La question se pose. Donc, dans ce cas, quelle structure choisir? Mais écoutez, l'université a précisé, School of Graduate Studies a précisé, c'est la structure proposée par le département qui prime, qui a la priorité. Bien sûr, au détriment de celles proposées par School of Graduate Studies. Et puis également, il y a des clauses pertinentes sur lesquelles on peut se fonder pour bien mener la tâche de l'encadrement. Et il y a, par exemple, aux pages 22-23, teaching quelque chose sur un article sur teaching and supervision at graduate level. Je vous renvoie à ces pages. Et puis, en ce qui concerne le doctorat également, il y a beaucoup de pages qui se rapportent à l'encadrement. Et donc, d'abord, il y a Thesis Progress Report Seminar, Provisional Thesis Findings Report Seminar, Thesis Component. Et voici ce que dit le document. A PhD thesis prepared and presented for examination must bring out the ability of the candidate to conceive of and conduct independent research and skills in organizing and presenting findings on a topic on a specific field. The thesis should be assigned 45 credits. Et puis, il y a quelque chose aussi encore sur l'encadrement. Page 25-27. De même, le College of Humanities a publié un manuel sur la rédaction des mémoires MA, MSc, MBA. En dehors de tout cela, il y a une gamme de ressources importantes. Par exemple, les bases de données de revues scientifiques, apprentissage électronique, répertoire, archives ouvertes de thèses, de mémoires et de projets. L'étude réparable sur UGSpace. Et vous pourriez aussi consulter à loisir Student Resource sur ce site, SGSC, ainsi de suite, ainsi de suite. Et chose importante encore, il y a divers ateliers organisés par la Graduate School de l'Université du Ghana que vous pourrez consulter toujours. Et il y a le soutien supplémentaire fourni par d'autres organismes universitaires comme Bibliothèque universitaire de Barm, Carnegie Funded, UG Paga, Pan-African Doctoral Academy, Office of Research, Innovation and Development, Andrew W. Mellon Funded Center for Teaching and Learning, Innovation, CTLI, Building Capacity for Early Career Scholars in Africa, BESH Africa, UG Gerda Henkel Award for the Humanities. Tous ces organismes mettent à la disposition des doctorants et des étudiants, des maîtrisards, des ateliers réguliers, des séminaires, des webinaires, fournissent aussi des services de mentorat, facilitation, renforcement des capacités, subventions, bourses de recherche, appel à contribution, à proposition et à communication. Donc, l'Université du Ghana fait de son mieux pour aider les travaux des doctorants, des maîtrisards et des étudiants.
Bien sûr, il y aura la phase interactive. Et puisqu'il s'agit d'un webinaire, donc vous avez l'occasion de poser des questions, mais surtout à ce stade, je voudrais demander aux étudiants leurs attentes, la formulation de leurs attentes de l'encadrement. Et cette activité sera menée par un délégué des étudiants choisi par un délégué des étudiants, choisi par les étudiants eux-mêmes, un élu des étudiants, puisque nous voulons assurer l'anonymisation. Nous ne voulons pas que les étudiants soient effrayés de quoi que ce soit. Et donc, les étudiants doivent se mobiliser et partager leurs attentes de l'encadrement pour guider l'encadrement au département. Ça, c'est très, très important. Et donc, vous allez faire ça. Je ne sais pas qui sera choisi. Et donc, Dr. Kaiser. Dr. Kaiser, OK. Oui, professeur. Vous devez permettre aux étudiants de choisir un délégué qui aura à formaliser, non, ce n'est pas formalisé, à accepter toutes les attentes. Cela va durer 10 minutes. Et parallèlement, vous allez aussi demander aux collègues, c'est-à-dire aux enseignants, de partager, de vous envoyer leurs attentes de l'encadrement, à l'égard de l'encadrement. Je pense que si nous avons ces deux groupes, ces deux sous-ensembles d'attentes, cela va faciliter la tâche de l'encadrement au département. OK. Oui, donc vous avez 10 minutes pour le faire, au minimum 10 minutes. Pareil aussi pour le délégué. Donc, si vous pourriez faciliter cette tâche qui sera coordonnée par un élu des étudiants, sera idéal. OK, merci, Nous professeur. voulons assurer l'anonymisation. OK. Et donc, au moins 10 minutes, 10 minutes. Il est maintenant 13h55. Donc, disons 14h15. Hein? OK. Oui. OK, merci, professeur. Je vais créer les deux groupes alors. D'accord. Hello? Yes. Et soyez honnête, s'il vous plaît. Soyez honnête, sincère. Il y va de votre avenir. OK. Oui, Richard. Richard. Maintenance is not working. Mine is not working. Hello, Dr. Kaiser.
Yeah. Chers collègues, hello, chers collègues. Hello, chers collègues. Oui, Dr. Kaiser, nous sommes ici. Oui, ici, c'est la salle des profs. Ici, c'est la salle des profs auquel nous voulons discuter de nos attentes. OK. Oui. Je suis ici avec lui. C'est moi qui l'aide. Ah, d'accord. Merci, docteur. Mais c'est important encore. Attends, docteur Tchachou, c'est parce que je n'ai pas d'Internet. Votre question d'Internet, là, ils sont venus avec un proforma de 8 000 Ghana Cedi et 10 000 Ghana Cedi. Donc, ça doit passer par procurement. Donc, on a demandé à UGCS d'essayer de réparer ça et j'essaie de suivre. Mais dans l'intérim, on va voir si on peut trouver une solution. D'accord, merci. OK. Oui, nous sommes à votre écoute, Dr. Kaiser. Pardon? Nous sommes à votre écoute. Oui, non, c'est de Facebook. Oui, je dis, bon, discutons ensemble de nos attentes. Je m'en vais donner des informations aux étudiants revenus. Voilà, tu quittes cette salle. Et voilà, tu... Non, attends. Non, donc quitte la séance. Chers étudiants, Oui, donc. oui, il faut, qui est le délégué? C'est Richard ou bien c'est Ohini? Il faut un délégué pour compiler et présenter les attentes. OK. Je m'en vais joindre les enseignants. Donc, faites compiler Richard. Richard. Hello, Richard. Docteur. Oui, docteur. Hello? Hello, I can hear you. Oui, Richard, il faut diriger le groupe, hein? Le groupe des étudiants. S'il vous plaît, pouvez-vous demander à Timothy de faire ça? Pardon? Mounoufié, s'il vous plaît, demandez à M. Mounoufié de faire ça. À M. Ohini? Je désigne. Oh. OK, soit M. Ohini ou bien M. Mounoufié. Non, il dit plutôt Timothy. Ah, oh, Timothy. Oh, Timothy. OK, désolé. Timothy, dirigez le groupe. Timothy, je suis actuellement à BAM Library. Ça sera difficile de m'exprimer. Oui, je suis à BAM Library. OK, M. Ohini, tu peux faire ça. Vous pouvez faire ça, non? Deux directeurs. Oui. Il y a un directeur principal et un directeur secondaire, mais les rôles ne sont pas bien définis. Donc, on ne sait pas toujours qui fait quoi. OK. Donc, si les rôles pouvaient être mieux définis. D'accord. Merci. Yes. Qui d'autre? OK, moi, je parle du côté des encadrés. Je pense que c'est important d'avoir un programme bien défini de la part de l'étudiant et qui respecte quand même les délais et les rendez-vous.
si le candidat voit qu'il ne pourrait pas respecter un délai ou un rendez-vous, quand même avertir en avance, mais des fois on est là en attendant et il ne vient pas et après il dit I couldn't make it sans excuse. C'est un peu compliqué et ils viennent toujours au dernier moment en vous demandant de signer ce que vous n'avez pas lu. OK. Merci beaucoup, Dr. Tchachou. Yes, qui d'autre? Les encadrants. Pour moi, nous sommes des novices en ce qui concerne l'encadrement. Donc, ceux qui sont expérimentés n'ont qu'à contribuer pour qu'on puisse, à la fin, on peut aussi apprendre ce qu'ils ont dit. OK, je dirais aussi qu'il faut que les étudiants comprennent que l'encadreur n'est pas là. Ce n'est pas comme un enseignant qui va vous montrer ou qui va vous donner des réponses à tout. Quand même, il faut qu'ils sachent que c'est leur travail. Des fois, il vient comme si ils attendent de vous de leur dire ce qu'il faut faire, de leur dire ce qu'il faut écrire. Ils ne font même pas d'efforts eux-mêmes de faire des recherches documentaires. Et c'est un peu compliqué. Donc, quand même qu'ils sachent que la relation encadreur-étudiant, ce n'est pas la même chose qu'enseignant-étudiant. OK. OK. Merci beaucoup. OK, moi aussi, je voudrais suggérer qu'au niveau du choix même du directeur, je ne sais pas si l'étudiant peut être permis de contacter au préalable les enseignants ou bien d'attendre seulement d'attendre le comité de Graduate Studies pour faire la distribution des encadrants. Si l'apprenant peut avoir cette opportunité de contacter ou bien de choisir, je ne sais pas. Ça, c'est une question que je voulais savoir. OK, si je peux apporter une réponse à cette question. D'accord. Oui et non. Oui, parce que c'est vrai que peut-être quelqu'un vous a enseigné, vous a trouvé ça intéressant, mais si selon le règlement de l'université, cette personne n'a pas la capacité à diriger les recherches, ce serait compliqué parce que l'université a des critères précis et l'université doit, la personne qui dirige doit être agréée par le School of Graduate Studies. Okay. Et donc, c'est important pour que les étudiants comprennent que ce n'est pas juste parce que quelqu'un vous a enseigné un cours et vous trouvez ça intéressant que c'est forcément cette personne qui doit être votre encadreur. Okay. Mais bien sûr qu'il y a des cas où il y a un intérêt mutuel et cette personne a l'habilité à diriger des recherches, si on peut le dire ainsi, même si ce n'est pas la même chose, l'équivalent de cela en France. Mais dans ce cas, c'est possible. Au fait, ce que j'ai vu dans le descriptif, c'est que Graduate Studies Committee, je pense que le Graduate Studies Committee du département a un rôle très grand à jouer dans ces situations. Même la sélection de sujets, le choix des sujets des étudiants. So, Graduate Studies Committee de revoir les sujets pour voir si il y a des choses à modifier ou changer. C'est eux aussi qui doivent décider en sachant que telle personne et telle personne ont l'habilité par SGS à diriger la recherche. C'est eux-mêmes qui doivent peut-être suggérer les éventuels encadreurs. Bien sûr, des étudiants peuvent venir voir le Graduate Studies Chair ou bien le chef de département en disant « J'ai commencé des discussions avec telle personne, je vais travailler avec lui ». Si la personne est habilitée à diriger la recherche et la personne aussi est intéressée à travailler avec l'étudiant, je ne vois pas pourquoi pas. Mais si la personne n'a pas cet agrément de SGS, alors c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. OK, merci beaucoup, docteur. Docteur oui, docteur Imoro.
Est-ce que Dr. Kaiser est là? Oui, oui, j'ai dit merci beaucoup. Promise, est-ce qu'il est avec? But it's not off here. Est-ce que Hello? Dr. Kaiser est là? Hello? OK. James, tu peux continuer à diriger parce que je ne sais pas ce qui se passe. Oui. Oui. Non, il faut leur dire que je ne suis pas off, c'est le problème. Hello? Oui, merci. Dr. Kaiser a un problème de connexion. Hello, Dr. Imoru. Oui. Allez-y, allez-y. OK. D'accord, merci. Oui, c'est un peu sur le même sujet. Parce que le problème revient tout le temps de savoir comment choisir le directeur et comment choisir le sujet. Oui. Bon, moi, ma position est connue. Normalement, c'est l'étudiant qui doit choisir son sujet. Après, que encore le sujet soit légèrement modifié, oui. Mais normalement, c'est l'étudiant qui doit choisir son sujet, puisque c'est quand même lui qui va passer 2 ans, 4 ans, selon le niveau, à travailler là-dessus. Et normalement aussi, il me semble que non, l'étudiant devrait aussi être autorisé à choisir les personnes avec lesquelles il va travailler. Et bien évidemment, les cours de méthodologie de la recherche sont là pour leur apprendre que ce ne sont pas tous les enseignants qui sont habilités à diriger les recherches. On a nos profils sur le site du département avec nos titres. Et normalement, on devrait quand même savoir à partir de là qui peut être amené à diriger les recherches. Je sais que c'est un peu plus compliqué que ça, mais on sait que pour le master et MPhil, c'est à partir de lectureur. Même si en plus de ça, il faut maintenant avoir l'autorisation de School of Graduate Studies. Et on sait qu'à partir de la thèse, il faut être au moins senior lectureur. Mais après, le problème, c'est que du coup, puisqu'on ne respecte pas vraiment cette manière de faire, du coup, on se retrouve avec des étudiants qui ont pris l'habitude de ne pas choisir leur sujet. Et quand ils viennent te voir au bureau, ils te disent oui, est-ce que vous avez un sujet pour moi? Et quand on essaie de leur expliquer que non, c'est à eux de prendre le sujet, ils disent oui, merci docteur, et puis ils vont voir quelqu'un d'autre qui leur donne un sujet. Et après, ils reviennent vers vous pour vous dire est-ce que vous voulez pas être notre second supervisor? Un peu gêné parce que voilà, c'est un peu compliqué. Donc, si on pouvait clarifier les choses une fois pour toutes, quelle que soit la décision que l'on prend, pour que tout le monde, et les enseignants et les étudiants, sachent vraiment sur quel pied danser. Mais bon, une fois de plus, mon point de vue, c'est qu'on devrait laisser la liberté aux étudiants de choisir leur sujet. Et même si le sujet ne correspond pas tout à fait à notre domaine de recherche, notre boulot aussi, c'est d'essayer de s'adapter un peu. Par exemple, si j'ai un étudiant qui veut faire de la littérature française, je ne suis pas spécialiste de littérature française, mais la littérature française, ça reste de la littérature. Donc, c'est à moi de faire les efforts pour lire ce qu'il y a à lire et essayer de l'encadrer du mieux que je peux. On ne peut pas avoir des étudiants qui travaillent directement dans notre domaine de spécificité. Parce que comme prof l'a dit tout à l'heure, l'idée aussi, c'est de renouveler la recherche. Donc, si les étudiants travaillent tout dans notre domaine de spécificité, disons que moi, je travaille sur la mondialisation de la littérature et tous mes étudiants travaillent sur la mondialisation de la littérature, ce n'est pas intéressant pour le département. Ça peut être intéressant pour moi parce que ça va me faciliter mes publications, etc., mais pour le département, ce n'est pas très intéressant. Voilà, merci beaucoup. OK, merci, Dr. Imoru. Yeah, Dr. Tchatchou, je vois votre main, le doigt en main. Oui, parce que cela m'étonne que Abdoulaye dit qu'il y a des enseignants qui choisissent des sujets pour les étudiants. Parce que, à ma connaissance, moi, je reçois des sujets, thesis titles, on demande aux étudiants d'envoyer le sujet, ça passe par thesis title committee et on revient avec les suggestions de thesis title committee qui n'est pas du département, mais qui est de School of Languages. À ma connaissance, au moins des projets des départements. Souvent, on demande des changements au niveau de... On voit que le contenu, le titre n'est pas clair. Par exemple, quelqu'un a dit traduction compétente de quelque chose. Et la question, c'est qu'est-ce que compétente fait dans le titre? Ce n'est pas justifié. Et la personne enlevée, c'est tout. Mais
à ma connaissance, je ne vois pas que, ou je ne suis pas au courant qu'il y a des collègues qui déterminent des sujets ou choisissent des sujets pour les étudiants. Mais si c'est le cas, oui, c'est bien dommage parce que je ne sais pas. Mais en disant ceci aussi, cela ne veut pas dire non plus que si un étudiant vient avec un sujet, on sait que l'étudiant va se planter, on ne dit rien parce que c'est lui qui doit choisir le sujet. Sinon, on ne fait pas d'encadrement non plus. Donc, ce n'est pas facile tout à c'est pas si net que ça. Oui. Alors, j'attends le commentaire aussi des autres collègues, mais à ma connaissance, personne ne choisit des sujets pour les étudiants, à moins que vous ayez des expériences qui vous montrent qu'il y a des gens qui déterminent des sujets pour les étudiants. Arrêtez toutes les séances. OK, merci, Dr. Tchatchou. OK, il me semble qu'il est l'heure comme vous a donné, il est déjà à 14h15, donc nous allons retourner à la grande salle. Merci. OK, merci. La recherche. Merci beaucoup. C'est Francis Brani. Donc, si je vous ai bien compris, nos encadreurs devons nous fournir des listes de lecture bien ciblées, n'est-ce pas? Non, des ressources adéquates. Okay. Oui, des listes basées sur notre thème de recherche. Les ressources. Nous quoi? Pas nous laisser aller chercher, aller lire, aller faire ceci, mais que l'encadreur soit capable de nous dire les ressources voilà, documentaires adéquates. Vous avez aller faire ceci, lisez cette personne, lisez ce document, fait cela, ainsi de suite, pour nous guider un peu, quoi. D'accord, c'est bien noté. C'est ça mon point. Allô? Allô, prof? Oui, Dr. Kaiser? Oui, nous sommes revenus. D'accord, parfait. Et donc, nous pouvons continuer en donnant la parole aux délégués des étudiants de présenter les attentes compilées. Et donc, qui est le délégué des étudiants, s'il vous plaît? Monsieur, c'est moi. D'accord, vous avez la parole. Merci. Cher délégué. Merci, professeur. Est-ce que, monsieur Dr. Kaiser, oui, pourriez-vous lui donner l'occasion de partager son écran avec tout le monde? Prof, s'il vous plaît, c'est pas sur un écran, s'il vous plaît. Oh, ok, d'accord. C'est bien compris, c'est bien compris. C'est seulement donc, écrit. Vous voulez les présenter oralement, n'est-ce pas? Oui, oui, prof. D'accord, c'est bon, pourquoi pas, c'est bon aussi. Merci. Puisque tout sera, d'autant plus que tout sera enregistré, pourquoi pas? Oui. S'il vous plaît, vous avez la parole. Merci bien, professeur. Bonjour, cher professeur, et puis bonjour, chers collègues. Ici, mes chers collègues ont soulevé les points suivants. Elles ont dit, entre autres, que nous voulons un encadreur qui va qui est gentil et patient. Parce que nous avons beaucoup de soucis. Alors, bien que nous devons être sérieux, nous avons besoin de soutien pour que nous puissions avancer pas à pas. Et puis, la rigueur de la part de l'encadreur.
pour que l'étudiant puisse terminer à temps. Encore, nous voulons un encadreur qui va prendre son temps, mais qui n'est pas toujours très occupé. Aussi, nous voulons un encadreur qui va préciser le mode de travail, si ça soit virtuel ou bien en face. Mais nous voulons que les deux s'entendent. Encore, nous voulons un encadreur sincère qui va nous corriger quand nous sommes dans une ou bien dans la mauvaise voie. Et aussi, de cette façon, nous voulons un encadreur qui va nous critiquer, mais pas pour le cas de nous démotiver, mais plutôt de soulever les points forts et les faiblesses dans notre travail. Parce que, en tant qu'étudiants avec une expérience limitée, surtout au niveau des masterants, nous avons toujours besoin de nous encadrer pour nous motiver un peu. Même s'ils vont nous critiquer, ça doit relever ou bien soulever nos points forts et puis les faiblesses pour que nous puissions les corriger. Et finalement, nous voulons des encadreurs qui vont nous fournir des listes de lecture bien ciblées, c'est-à-dire nous voulons qu'ils nous donnent des ressources adéquates ou bien des ressources documentaires adéquates à lire pour que nous puissions enchaîner ça avec notre travail. Merci bien, professeur. C'est ce que nous avons soulevé. Merci. Ah, mais c'est très bien, très bien, très bien. Je vous en prie, professeur. Voilà donc des constats de propos vraiment légitimes à considérer. Donc, merci beaucoup, cher délégué. Merci bien, professeur. Docteur, OK, d'accord, c'est bon, parfait. Docteur Kaiser, oui? C'est votre tour maintenant de présenter le point de vue aussi des enseignants. OK. Oui, de la part des enseignants, tout d'abord, nous voulons un rôle bien défini des directeurs de thèse, c'est-à-dire la situation où il y a 2 directeurs ou bien 3 directeurs de thèse. Quel est le rôle bien défini de chaque encadrant? Donc, d'abord, il faut un rôle bien défini pour pour travailler avec l'étudiant, pour que l'étudiant aussi ne se sente pas que, l'encadrant ou bien le directeur de thèse il fait ceci et l'autre là fait cela. Donc, il faut un rôle bien défini pour faire comprendre que c'est le rôle du directeur adjoint ou bien le directeur principal ou bien de tel ou tel directeur. De 2, nous voulons aussi un programme bien défini de la part des étudiants. Pourquoi nous disons ceci? Vous voyez, des fois, si l'étudiant doit avoir un rendez-vous avec son directeur de thèse, il faut un emploi du temps fixe. Parce que des fois, l'étudiant, des fois, l'étudiant appelle le directeur et le moment où le directeur n'est même pas au courant ou bien il se rend chez le directeur, lorsque le directeur n'est pas prêt à le recevoir. Donc, il faut un emploi du temps ou bien un rendez-vous bien fixe pour ne pas déranger le directeur ou bien ne pas compliquer la situation aussi à l'étudiant, parce que si l'étudiant vient et que le directeur ne le reçoit pas, dans cette situation, l'étudiant va penser que le directeur là, il est méchant ou bien il ne m'aime pas, alors qu'il n'a pas suivi l'emploi du temps donné. Et aussi, il y a question, là, on a discuté ensemble, si l'étudiant, nous savons que l'étudiant, il est responsable de son thème. Donc, l'étudiant doit avoir la chance ou bien d'avoir la liberté de choisir son sujet. Parce que nous voyons que, des fois, l'étudiant s'approche de l'enseignant A et dit, est-ce que vous pouvez me donner un sujet ou bien un thème? Et l'enseignant dit, non, c'est ta responsabilité de choisir ton thème. Et lorsqu'il s'approche de l'enseignant B,
on lui donne un thème comme ça. Et puis, avant que l'enseignant B aussi le sache, voilà l'étudiant avec l'enseignant C qui travaille sur sur les thèmes. Donc ici, le thème donné par l'enseignant B. Donc voilà, nous disons que les étudiants doivent avoir cette liberté de choisir leur sujet et non pas attribuer le sujet par les enseignants. Donc si le comité des Graduate Studies, lorsque le comité a remarqué que le sujet n'est pas faisable, et dans cette situation, le comité, c'est la responsabilité du comité d'avoir un engagement avec l'étudiant pour savoir ou bien pour le faire comprendre que ce sujet doit être modifié ou changé. Et aussi, il y a aussi, nous comprenons qu'il y a la loi de Graduate Studies qui dit que l'étudiant ne pourra pas choisir son encadrant ou bien son directeur. Donc, nous voulons bien comprendre cette situation aussi, voir comment on peut aborder ça dans le département. Donc, je pense que c'est tout ce qu'on a pu discuter avant l'heure. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Kaiser. C'est bon. Mais il n'a pas bien saisi la dernière question. Vous avez formulé... Oui, la dernière, parce qu'il y avait une question que, bon, si l'étudiant pourrait choisir son directeur, oui, pourrait choisir son directeur, et c'est ça, nous avons compris que pour l'instant, la Graduate Studies, bon, c'est Graduate Studies, le comité des Graduate Studies, c'est le comité qui attribue le directeur aux étudiants. Donc, voilà. Si vous pouvez, bon, si on peut bien comprendre cette situation aussi. Ah, ça me confond un peu. Non, à ma connaissance, il revient à l'étudiant de choisir son directeur de mémoire, de projet, de thèse. En fonction, bien sûr, du sujet choisi, en fonction des ressources humaines disponibles. OK, Madame la chef de département, vous voulez réagir à cela? Vous avez la parole, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Donc, ce que j'ai expliqué, c'est que si vous regardez le document sur les responsabilités de Graduate Studies Committee, ce Graduate Studies Committee, après avoir reçu le titre, fait ce qu'on appelle le matching, donc suggère les personnes qui pourraient encadrer ces personnes. Cela n'a pas été fait, mais maintenant, Graduate School commence à nous envoyer des informations et des rappels du rôle de Graduate Studies Committee que nous allons prendre en compte. Mais l'autre explication que j'ai donnée, c'est que des fois, quelqu'un voudrait travailler avec un encadreur, mais cet encadreur-là n'a pas l'habilité à diriger des recherches selon School of Graduate Studies. Par exemple, si quelqu'un est assistant lecturer, la personne ne peut pas encadrer des mémoires ou des thèses. Donc, si parce que vous pensez qu'il vous enseigne, donc vous contactez cette personne pour qu'il vous encadre, vous allez vous rendre compte plus tard que cette personne ne pourrait pas être votre encadreur. Deuxièmement, si c'est surtout au niveau de doctorat, il faut que la personne soit senior lecturer au moins pour diriger. Et puis, au niveau de doctorat aussi, il faut 2 ou 3 personnes. Donc, oui, c'est possible de contacter des gens, mais il faut comprendre que des fois aussi, ce ne serait pas possible. Des fois même, l'encadreur même peut refuser parce qu'il est débordé, parce qu'il a d'autres étudiants qu'il aimerait terminer avec.
Donc, oui, c'est possible d'avoir des conversations, mais moi, je ne dirais pas que la personne a le choix de déterminer. Parce que si nous disons cela, moi, j'ai peur que à l'avenir, cela risque de nous poser des problèmes parce que si, par exemple, tout le monde décide en linguistique que ce sera le docteur Koglou qui va les encadrer au niveau doctorat et il le contacte et en fin de compte, ils se rendent compte que lui ne pourrait pas être leur encadreur principal, ils vont dire qu'à ce séminaire, on leur a dit qu'ils ont le choix de choisir n'importe qui pour les encadrer. Donc, je veux qu'ils comprennent que ce n'est pas si facile que cela. Il y a beaucoup de choses, il faut jouer sur beaucoup de choses pour déterminer qui encadre. Mais je pense que l'essentiel, c'est que on va chercher des gens qui ont quand même des compétences et des connaissances dans le domaine. Peut-être pas pour le thème spécifique, mais dans le domaine. Et je voudrais quand même donner ces éclaircissements. Merci pour ça. OK, merci. Mais moi, à ma connaissance, mais disons que c'est quelque chose qu'on peut négocier, que nous pourrons imposer à l'étudiant un encadrant. OK, nous pouvons en discuter encore. Ce n'est pas la fête. Oui, je pense qu'on pourrait en discuter plus tard, oui. Merci. Oui. Merci beaucoup. Et donc, maintenant, comparons vos attentes au constat d'autres établissements universitaires. Oh, OK, close our rooms. Oh, il y a quelque chose. Oh. Monsieur Kaiser. OK, maintenant c'est clair. Oui, prof. C'est bon. Non, il y a quelque chose que open our rooms qui obstrue. Il y a un obstacle pour moi de partager. Vous pouvez juste fermer les breakout rooms. Ah, OK, c'est mieux. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, pour African Leaks, voici les constats qu'ils ont faits. Tout d'abord, l'étudiant est appelé à rédiger une thèse, un mémoire ou un projet qui peut s'avérer un processus très solitaire et frustrant pour l'étudiant. Et il y a diverses sortes d'angoisses. Documentation, analyse des données, rédaction et aussi le COVID, la pandémie. Et cet étudiant aussi a divers rôles. En tant que membre d'une famille élargie, il est peut-être chef de famille ou bien mère. Qui parle comme ça? Allô? Oui, d'accord. Vous m'entendez? Vous me suivez bien? Oui, prof. Et l'étudiant aussi peut-être a du travail à faire et en même temps, il doit travailler sur sa thèse, son mémoire ou son projet de traduction. Et faire face aussi à des difficultés matérielles et financières. Et il y a aussi parfois l'accès difficile à l'Internet et même l'instabilité de l'Internet. Tout cela constitue des problèmes pour l'étudiant et il doit y trouver des solutions, des remèdes. Et l'encadrant aussi, il est débordé parfois et bien souvent, il a des fonctions diverses, il a aussi manque aussi d'accès aux ressources et parfois on lui attribue un renom d'être difficile ou bien d'être peu abordable. Et selon African Leaks,
Et il fait un long, excusez-moi, parce qu'il était pressé, il n'a pas pu paraphraser. Et donc, pour ICIT, le rôle du directeur de thèse est de fournir l'orientation, le soutien et les commentaires en temps voulu pour faciliter la réussite de l'étudiant. En outre, c'est le rôle de l'encadrant d'assurer que l'étudiant respecte l'éthique et les règles de recherche requises. Et l'encadrement n'est efficace que s'il y a une bonne relation et du respect entre le directeur de recherche et l'étudiant, comme souligné avant. Et par conséquent, non seulement le directeur de thèse a un rôle spécifique à jouer, mais aussi le cas pour l'étudiant. Et cet établissement a précisé certaines responsabilités du directeur de thèse, de mémoire et de projet. Faciliter aux étudiants de suivre une formation. Ah, vous avez toujours les mains levées, Madame la chef? OK, on continue? Non, prof, non. OK, d'accord. OK, faciliter aux étudiants de suivre une formation pertinente et participer à des ateliers et conférences. Et deuxièmement, offrir des conseils suffisants en temps opportun aux étudiants afin qu'ils puissent produisent des textes scientifiques. Offrir une critique constructive de leurs rapports après examen. Aider les étudiants à s'intégrer dans le milieu de la recherche, par exemple, avec des enseignants et membres des départements. Et également conseiller et encourager les étudiants à produire des contributions universitaires telles que les publications dans des revues qui assurent la diffusion des résultats de la recherche et une soutenance des thèses plus aisée. Encourager les étudiants à présenter les travaux aux autres enseignants, membres du département et du laboratoire et obtenir des commentaires. Préparer les étudiants à la soutenance des thèses de doctorat final, bien sûr, aussi pour les maîtrisards. Encourager les étudiants à réfléchir à leur plan de carrière future. Voilà. Et pour ce qui est de l'étudiant, il doit respecter les règles et règlements des institutions universitaires auxquelles il est affilié. Discuter et mettre en place des mécanismes mutuels et pratiques pour maintenir des contacts avec l'encadrant. Recevoir et apprécier les suggestions, les commentaires et les critiques concernant leurs thèses, mémoires ou projets. Respecter les délais et étapes prévues comme convenu avec l'encadrant. Remplir toutes les exigences à tous les stades du programme de doctorat ou de maîtrise. Et puis, la même institution ajoute qu'il faut parfois prévoir l'intervention d'une tierce personne. Alors, il appelle cela, cet établissement s'explique, un mécanisme qui peut être utilisé pour soutenir les étudiants et les systèmes d'encadrement par lequel les doctorants ou bien les maîtrisards qui sont avancés dans leur recherche deviennent les amis, les potes des étudiants nouvellement inscrits. Dans d'autres systèmes, dans d'autres établissements, une tierce personne ou partie est assignée et demandée à rencontrer l'étudiant de façon régulière pour s'assurer qu'ils vont bien, s'assurer aussi que l'étudiant s'adapte et fournit des conseils aux besoins. Ces mécanismes sont des façons pour que les étudiants aient un autre moyen d'obtenir le soutien à travers le processus souvent solitaire d'un doctorant ou d'un maîtrisard afin d'exprimer des inquiétudes qu'ils peuvent avoir concernant leur encadrement avec une personne qui n'est pas le directeur de thèse ou de mémoire ou de projet.
Ces mécanismes sont des moyens outils pour permettre à l'étudiant de donner leur avis sur les encadrants, d'exprimer leur frustration sur le processus de doctorat et de maîtrise qui se sentiraient mal à l'aise d'exprimer devant le directeur de recherche, ou un soutien pastoral lorsqu'un étudiant a des problèmes d'ordre financier ou bien de logement. Bon, l'Université de Reading au Royaume-Uni a aussi précisé ses responsabilités du directeur de thèse, de mémoire ou de projet en anglais. Excusez-moi. Il lui revient, il a la tâche de... Sa responsabilité comprend, entre autres, giving guidance regarding all aspects of the project, helping students to carry out an analysis of training and learning needs, and ensuring that they participate in appropriate training events, maintaining contact through regular meetings, being accessible to the student at other appropriate times when advice may be needed, giving advice on the necessary completion dates of successive stages of the work so that it may be submitted within the scheduled time, requesting written work as appropriate and returning such work with constructive criticism and a reasonable time, arranging as appropriate for the student to talk about a work to staff or graduate seminars. Okay, interesting. Reporting in writing at least annually on the student progress to the student director of postgraduate studies at the University of Reading and the student in line with designated university procedures. Advising on appropriate dissemination strategies, including publication, external engagement, networking. When the thesis is submitted, sending a written report to the examiners via the doctoral examinations officer in the graduate school. Preparing students for the viva and advising on any subsequent corrections they may have to undertake. And then l'encadrant aussi, il lui revient de se faire, de se réformer constamment. He has to undertake training and other development events in order for him or her to undertake the role of the supervisor effectively, where he is lacking in certain fields. Alors, pour l'étudiant, he or she has to adhere to the university's regulation governing research integrity, ethics, academic misconduct, and ethical standards, discussing with the supervisor preferred ways of working and agreeing a schedule of meetings, taking the initiative in raising problems or difficulties, agreeing and observing any necessary health and safety precautions, surtout dans ce temps de pandémie, carrying out a learning needs analysis and attending appropriate training and development events. Donc, lui aussi, ou elle aussi, elle a le devoir de se former, de se reformer constamment. Voilà, pour être à la hauteur de l'encadrement. Et puis, carrying out research on an ethical way and in line with the university procedures for good practice, maintaining the progress of the work in accordance with the stages agreed with the supervisor, including in particular the presentation of written materials as required in sufficient time to allow for comments and discussion, providing at least annually a formal written report to the school, outlining progress during the preceding year, the contents of which should normally be discussed with the supervisors before submission. As part of the above, completing the survey on monitoring supervisory arrangements. Be honest when reporting on progress, deciding when he or she wishes to submit within the prescribed period of registration, taking into account the supervisor's opinion and informing the doctoral examination. And then shortly before submission of their thesis, informing supervisors of any special circumstances which they believe may have adversely affected their research,
showing their supervisors the final draft of their thesis before submission. Et puis, il y a deux dames de l'Université Laval au Canada qui ont formulé, qui ont sorti ce document sur le style divers d'encadrement. Donc, pour elles, il y a d'abord le style directif qui consiste à diriger les étudiants tout au long du processus, soit de l'élaboration de la question de recherche jusqu'à la fin de la rédaction. Les étudiants sont suivis pas à pas pour chaque étape de la recherche et sont rencontrés fréquemment. Ça, c'est le style directif. Et puis, il y a le style conseiller, où on voit l'encadrant diriger les étudiants au moment de l'élaboration du projet, agir comme conseiller pendant les étapes intermédiaires et redevenir plus directif au moment de la rédaction. Et puis, il y a le style guide qui permet à l'encadrant de diriger plus étroitement au cours des premières étapes de recherche, puis devient graduellement moins directive à mesure que les étudiants trouvent leur voie. Et enfin, il y a le style non directif qui permet à l'encadrant de laisser les étudiants autonomes tout au long de la réalisation de la recherche. En général, les contacts sont moins fréquents. Mais les deux dames précisent ceci encore. Ces quatre styles d'encadrement comportent tous des avantages et des inconvénients. Et on ne peut affirmer qu'un style est préférable à un autre. Idéalement, plutôt que de s'en tenir à une seule façon d'intervenir, il serait souhaitable que les directeurs adaptent leur façon d'encadrer aux besoins changeants des étudiants tout au long de leurs études de maîtrise ou de doctorat. Et puis, elles ajoutent, facteurs à considérer dans une relation d'encadrement. Prenez garde aux réflexes d'évitement. Si vous avez peur de la critique, il se peut que vous ayez tendance à éviter des rencontres. Ne tombez pas dans ce piège, car moins vous aurez de contacts avec vos directeurs de thèse, de mémoire et de projet, plus votre appréhension risque d'augmenter et puis plus il vous sera difficile d'établir un bon lien de collaboration. Assurez-vous, dès que vous quittez le bureau de votre directeur, de ne pas oublier les recommandations formulées au cours de la rencontre. En effet, il pourrait arriver que vous vous sentiez mal à l'aise au point de ne pas crier, de ne pas poser des questions ou de prendre des notes en sa présence. Toutefois, il s'avère plus efficace d'inscrire à mesure que tout élément pertinent et de clarifier vos interrogations pendant la rencontre. N'hésitez pas à revenir sur des questions demeureuses ambiguës dans les plus brefs délais. Et puis, ce qui m'intéresse beaucoup, veuillez à remettre vos documents dans une version qui soit la plus complète possible, avec des références, structure du texte, orthographe, numérotation des pages, ainsi de suite. Cela fait une meilleure impression et vous permet d'éviter de faire dévier l'attention du directeur. Et aussi, rappelez-vous qu'il est tout à fait normal d'avoir plusieurs directions à faire sur votre document. Je vais vous passer ces documents aussi. Et donc, puisque le temps nous fait un peu défaut, et donc, avec votre permission, j'enchaîne avec mon autre document qui est défi à relever. Bon, attendez, j'arrive. Voilà. Excusez-moi, est-ce que vous voyez l'écran, s'il vous plaît?
Oui. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais l'élargir un peu. C'est mieux? Docteur Kaza, c'est mieux? Oui, ça va. Oui, oui, prof, ça va. Ça va. Ça va? Oui, ça va. Parfait. Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes au cours de mon parcours à Legon ici et ailleurs concernant la rédaction des thèses et des mémoires. Tout d'abord, l'écart entre cadre théorique adopté que l'étudiant a choisi en pleine connaissance de cause et puis le reste de la thèse. Alors, le défi, c'est qu'il y a non-application du cadre conceptuel choisi par l'étudiant lui-même et au reste de sa thèse ou bien de son projet ou bien de son mémoire. Alors, nous voyons aussi la déloyauté au cadre théorique déjà choisi par l'étudiant au profit plutôt d'autres théories et concepts qui n'ont pas été signalés préalablement. Alors, quels sont les remèdes proposés dans ce cas? Rester fidèle aux théories sélectionnées et au cadre conceptuel déjà choisi. Restez fidèle, hein? Restez fidèle. Restez loyal aux théories que vous avez vous-même, vous avez choisies. Ne pas abandonner les théories choisies et puis au profit d'autres théories. Non, ça ne va pas. Opérer un choix éclectique des théories pertinentes pour le cadre conceptuel et les appliquer rigoureusement à la thèse. Voilà donc les remèdes qu'il propose. Et il y a les étudiants, certains candidats qui se font une idée défectueuse de la revue de la littérature. Puisqu'il y a le mot littérature, ils estiment que la revue de la littérature concerne les ouvrages, les œuvres littéraires se rapportant à son sujet. Non. La littérature, dans ce cas, c'est la bibliographie. Hein? Ce sont des écrits qui renvoient à votre domaine ou bien à votre sujet. Et puis, il y a des étudiants, des candidats qui citent des ouvrages qui datent, qui sont assez vieux. Hein? Et donc, si on a peut-être 50, bon, disons 40 ouvrages cités, la plupart de ces ouvrages sont sortis avant la naissance ou bien avant 1980. Et cela n'est pas bon, pas du tout. Et il y a aussi l'inadéquation des ouvrages cités. Parfois, des ouvrages cités ne sont pas adéquats. Et il y a le déploiement maladroit des ouvrages recensés ou bien analysés. Et ils estiment aussi que la revue de la littérature, c'est une simple présentation sans analyse, sans rigueur, sans profondeur des ouvrages invoqués à sa défense, à leur défense. Non, 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 ça ne va pas. Alors, les remèdes sont ceci. Les remèdes proposés, c'est faire une idée claire de la revue de la littérature comme l'analyse critique des études ou des ouvrages sur l'état actuel des connaissances concernant le sujet à traiter et pas comme l'ensemble de créations littéraires se rapportant à votre sujet. Utilisez l'Internet aussi pour mettre à jour les ouvrages consultés et cités. Et puis, utilisez, oui, bien sûr, des textes fondateurs, mais privilégiez aussi des ouvrages récents. Et veillez à ce que, faites attention à ce que la plupart de vos sources soient primaires, pas secondaires. Et évaluez de manière critique les ouvrages invoqués à votre service. Et aussi établir la nature pertinente, la pertinence des ouvrages utilisés et montrer en quoi votre recherche est rédivable à des ouvrages antérieurs précédents.
et montrer comment les failles dans les ouvrages antérieurs et même actuels créent un écart de connaissances, justifiant ainsi votre recherche et assurant son apport stratégique au savoir. Et utilisez la conclusion de votre revue de la littérature pour renforcer, pour conforter la pertinence sociale et scientifique de votre travail. Pertinence qui a été déjà énoncée dans la problématique et un peu dans la conclusion, dans l'introduction, excusez-moi. Bien, et il y a aussi des défis concernant la documentation. Il y a des étudiants qui citent beaucoup, et il y a des citations pléthoriques, abondantes, surabondantes même. Et on fait face aussi à des citations interminables. Et recours à Wikipédia, voilà. Écoutez, tout le monde utilise Wikipédia, mais ce n'est pas conseillé de citer Wikipédia dans un travail scientifique, comme les mémoires, comme la thèse, comme le projet de traduction. Pas du tout conseillé. Parce que, bon, on verra ça plus tard, et puis des étudiants qui recourent aux ouvrages non spécialisés, aux dictionnaires comme le dictionnaire pour les enfants, comme le DFC, Petit Robert, le nom est là, Petit Robert, Petit Larousse, pour des définitions opérationnelles et l'élucidation des notions. Non, ce n'est pas conseillé du tout. Et nous voyons aussi l'utilisation abusive des citations secondaires, genre cité par, cité dans. D'autant plus que ces citations trahissent parfois à l'insu du candidat son incapacité à entreprendre la recherche, remet sérieusement en doute l'authenticité de ces sources et compromettent encore la traçabilité de ces sources tout en remettant en question la justesse, la légitimité de ces conclusions. Et puis, les citations en bloc, la longueur, il y a des problèmes avec l'absence de retrait et la présence de guillemets. Bien sûr, on sait, tout le monde sait. Bon, on sait que dans la tradition française, auparavant, ils mettaient à la fois le retrait et puis des guillemets. Mais les Américains et les Britanniques ont tellement influencé les Français à tel point qu'eux-mêmes, ils ont vu que ce n'est pas nécessaire de les mettre ensemble. Donc, soit, si vous utilisez les guillemets, il ne faut pas utiliser le retrait. Donc, les deux sont réciproquement exclusifs. Et puis, les étudiants utilisent, même si bien sûr, en dehors des étudiants qui travaillent sur le projet de traduction, les autres, ils écrivent en français. Même en écrivant en français, ils utilisent souvent aussi des guillemets anglais, au détriment des guillemets, au mépris plutôt des guillemets français, ce qui n'est pas du tout conseillé. Et ils oublient aussi, ils négligent aussi des principes français et anglais concernant la capitalisation des lettres initiales dans les titres de livres, titres aussi de revues, titres de création ATC. Par exemple, si vous écrivez Le sanglot de l'homme noir à l'anglaise, ce n'est pas bon, ce n'est pas, parce que les Français n'aiment pas beaucoup les majuscules qui commencent le titre, pas du tout. Ou bien la symbolique de l'immigré dans le roman francophone contemporain. Non. Les Français n'aiment pas ça. Et les détails bibliographiques manquants, concernant la documentation surtout, et quel mot retenir pour la liste des ouvrages à la fin du travail, bibliographie, référence bibliographique ou ouvrage cité. Bon, les remèdes proposés d'abord, réduire la fréquence des citations, réduire aussi la longueur et l'ampleur des citations et convertir des citations directes en citations indirectes.
c'est-à-dire en paraphrase. Et essayez de ne pas citer Wikipédia parce que c'est une encyclopédie libre et collective qui peut diffuser des renseignements parfois incorrects, parce que ces renseignements ne sont pas soumis aux critères de vérification scientifique. Et utilisez aussi des ouvrages spécialisés pour des définitions et pour l'explication des notions. Et surtout, au lieu du petit Robert et du petit Larousse, pourquoi ne pas choisir le grand Robert et le grand Larousse? Et n'utilisez qu'exceptionnellement les citations secondaires qui peuvent renfermer des détails incorrects. Vous avez cité quelqu'un, cité par, cité dans. Mais peut-être que l'autorité citée elle-même n'a pas fourni des détails corrects. Donc, cela veut dire que vous perpétuez les erreurs déjà véhiculées par la première autorité. Et donc, il faut éviter ces citations secondaires, si c'est possible, et réduire ça au minimum. Et puis, vous pouvez utiliser l'Internet, Google Scholar, Google Books et livres pour faciliter l'accès aux sources de citations primaires. Et pour des citations longues, c'est-à-dire au-dessus de 4 lignes, il faut les démarquer avec un retrait, sans guillemets. Et si c'est possible, au moyen d'une taille de police réduite. Cela dépend bien sûr du style de documentation adopté. Par exemple, la définition du plagiat par l'Université d'Ottawa. Vous voyez, c'est clair, c'est une citation bien formulée qui n'a pas de guillemets, mais il y a le retrait. Et puis, utiliser les guillemets français. Ce sont là les guillemets français, au lieu des guillemets anglais. Pour des citations et les titres d'articles en français. Ne pas mettre in ou bien même dans devant les articles. Parce que in, latin, qui veut dire dans, ne s'utilise que pour des livres ou bien des encyclopédies et non pas pour des périodiques, reviews, journaux. Voilà. Fournir la liste des références de nombre de pages pour des articles cités et également pour des chapitres de livres cités. Fournir livrer tous les détails bibliographiques exigés par le modèle de documentation choisi, American, APA, ASA, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, les termes adoptés pour la liste de textes lus ou consultés, placés après la conclusion. Ce choix est dicté par les traditions scientifiques de votre université, par aussi parfois l'orientation de votre encadrant, hein, excusez-moi, le meilleur terme c'est encadrant. Encadrant. Bien sûr, je sais que même un texte qui est cité, ils ont utilisé encadreur, mais le meilleur terme c'est encadrant. Et surtout, ce choix est dicté par le modèle de documentation utilisé. Par exemple, APA préfère ainsi sur référence. MLH opte pour ouvrage cité. AFNOR, c'est bibliographie. Harvard, pour Harvard, il y a deux termes. Harvard utilise référence pour la liste de documents cités et bibliographie pour la liste de documents consultés. Donc, il y a cette nuance, cette différence. Oui, cet intellectuel, il a formulé 7 principes clés que nous devons respecter dans la présentation technique d'éléments bibliographiques, cytographiques, filmographiques, disco. Je vous ai déjà passé ça. Ces critères vont de l'exhaustivité jusqu'à la traçabilité. Vous pouvez consulter ça à loisir plus tard. Et problème posé par des normes bibliographiques ou des styles de citation. Oui, il y a certains étudiants qui mélangent les deux modèles bibliographiques dans le même rapport de recherche, mémoire, thèse, projet de traduction,
au rapport de stage. Eh bien, ils utilisent une panoplie de styles de citation dans le même rapport. Les remèdes proposés, rester loyal, rester fidèle à un seul modèle bibliographique. La polygamie n'est pas, polygamie n'est pas tolérée ici. N'utilisez qu'un style de citation, ne jamais oublier la règle d'or d'uniformité et de cohérence, consistency. Recourir aux ressources de votre ordinateur pour la bonne présentation de vos citations et vos références bibliographiques. D'autant plus que vous, la nouvelle génération, vous êtes membres, vous êtes des internautes, ce qu'on appelle en anglais netizens. Hein? Oui, vous savez bien utiliser les logiciels en ligne et vous avez suivi aussi des cours sur EndNote, RefWorks écoutez, d'abord avec Dr. Tchachou, Dr. Poglou et autres, et Dr. aussi, Dr. Umoru. Et vous pouvez aussi consulter des documentalistes à la bibliothèque ou au centre de documentation pour l'aide pratique concernant des logiciels, Mendeley Software, EndNote, en vue de mieux formater des références bibliographiques et les citations. Et se rappeler aussi les principes fondamentaux, les critères fondamentaux élaborés par Brouard. Oui, le protocole de rédaction, on l'appelle également norme de documentation, politique de rédaction, directive de publication. Et plagiat. Plagiat, y compris autoplagiat. Appropriation illégitime des idées d'autres chercheurs. Gestion maladroite des emprunts. Répétition de vos propres phrases ou discours. Autoplagiat. Les remèdes proposés. Déclarez toujours les sources complètes et vérifiables de toutes vos citations et paraphrases. Et reconnaître aussi tous vos emprunts légitimes aux ouvrages et aux idées d'autrui. Et soumettre votre travail au logiciel anti-plagiat comme Turnitin. Et vous pouvez aussi recourir aux ressources en ligne comme Small CO2. Et puis des maladresses de style. Et il y a des étudiants qui préfèrent utiliser une accumulation de synonymes. Et une langue émotive, erreur syntaxique, faux amis, calque, bribes, caution, élaboré, éventuel, rampant, report, ainsi de suite. Et des coquilles, et présentation fautive aussi des données. Au lieu de dire 30% comme ça, et mélange, et fusion les deux, état s'écrit avec E minuscule. Les remèdes proposés, utilisez le dictionnaire et la grammaire de votre ordi et si c'est possible, un logiciel pour corriger la plupart des erreurs typographiques. Donnez votre travail à un collègue francophone ou bien un ami fiable pour vous aider. Et aussi, se rapporter à cette page qui est très, très importante, le style scientifique de vos rapports. C'est une documentation très, très, très riche que vous devez consulter souvent pour vous aider dans ce sens. Et enfin, les recommandations, s'agissant des recommandations, il y a certains étudiants candidats qui estiment qu'ils doivent s'adresser aux organismes gouvernementaux. D'accord? Cela dépend de la nature de votre mémoire ou de votre thèse. Et puis, les recommandations aussi sont destinées aux acteurs politiques principaux et aux parties prenantes possibles, visibles. Mais écoutez, les recommandations, vous devez vous adresser aussi à vos collègues et même vous-même ou bien à d'autres chercheurs. Donc, soulignez la non-exhaustivité de votre travail, proposez des pistes à des futurs chercheurs sur un aspect connexe mais inexploré de votre thèse.
c'est rappeler aussi la nécessité de situer la présente recherche dans une continuité de connaissances qui permet de rattacher votre travail aux connaissances antérieures, revue de la littérature et cadre théorique, et en même temps aux savoirs ultérieurs, comme recommandations qui vont inciter la communauté scientifique. Et voilà, donc, le deux textes qui est mis sous référence. Qu'est-ce que je dois fermer ici? Je pense qu'il nous reste une vingtaine de minutes. Donc, nous pouvons maintenant permettre les interventions diverses, de réponses, de réactions plutôt à mes deux présentations. Donc, à vous de jouer, chers collègues, chers étudiants. Vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer concernant les deux présentations. Merci beaucoup. OK. Yeah, merci. Nous disons merci infiniment au professeur Assa pour cette présentation très fructueuse. Et à l'instant, nous voulons voir si vous avez des questions, des suggestions ou bien des contributions. Si vous avez des questions en tant qu'étudiant ou bien en tant qu'enseignant, c'est le moment de poser ces questions pour avoir des réponses. Hello? Hello? Mais il y a 33 participants. 33. Oui, il y a plus de 33 participants, mais le réseau de certains ne fonctionne pas bien. Tant pis, nous sommes au tiers-monde. Parce qu'on a vu jusqu'à 38 quand même. OK. Alors, chers collègues, chers étudiants, vous avez la parole. Chers étudiants. Oui, docteur. Oui. Oui, docteur. Oui, prof. On est ici. Oui, si vous avez des questions à poser, hein, parce que des fois, le problème, des fois, vous pensez que bon, la responsabilité de mémoire, c'est celle de l'encadrant. OK, docteur Maouchi. OK. Oui. Oui, donc une question rapide. J'aimerais savoir quelle est la différence entre le travail qu'il doit faire, pas le travail, mais le type de sujet qu'il doit aborder un maîtrisard et un thésard. C'est-à-dire, si quelqu'un m'amène un titre ou un sujet, comment distinguer ce qui relève du niveau de la thèse et ce qui relève du niveau de la maîtrise? Ce n'est peut-être pas simplement une question de taille du travail, mais peut-être il y a des critères pour vraiment dire à l'élève, bon, ça c'est plutôt un travail de mémoire, de thèse, ou bien plutôt un travail de maîtrise. Voilà, est-ce qu'il y a peut-être une idée là-dessus, cher prof? Merci. Mais vous venez de donner la réponse vous-même. Docteur Poglou, aidez-moi à répondre à la question. Docteur Poglou, bien sûr, je sais qu'il a posé la question pour meubler le temps. Je sais. Docteur Poglou, il est là? Il n'est pas là. Alors, docteur Kaiser, en quoi consiste la différence entre le rapport de maîtrise et puis le rapport de doctorat? Oui, le rapport de doctorat, je pense que le rapport de doctorat est plus
dans ce que le rapport de la maîtrise et ça dépend aussi les détails scientifiquement, ça suit les mêmes critères, mais comment dire, le contenu, c'est le contenu qui fait la différence et oui, le contenu d'abord. Oui, c'est le contenu qui fait la différence, je peux dire grand chose. Parce que scientifiquement, on cherche les critères ou bien les éléments scientifiques. Les deux rapports portent les mêmes éléments scientifiques, mais le contenu fait la différence. Oui, le contenu sur le plan qualitatif. Oui. Oui, en dehors de la taille. OK, il y a quelqu'un qui a levé les mains. Oui, vous pouvez parler, s'il vous plaît. Je ne vois pas les noms. Qui a levé les mains? Oui. Il y a deux participants. Oui. Qui a levé? C'est qui? C'est la main de Dr. Nutako toujours, hein? C'est vrai? Oui. OK. Alors, Dr. Nutako, vous avez la parole. Non, papa, j'ai oublié de baisser la main. Ah, OK. C'est ça. Donc, au niveau de la... Oui, allez-y, s'il vous plaît. Non. J'allais juste dire, comme maintenant les questions sont lancées, donc les autres n'ont qu'à enchaîner. Mais en dehors de la taille, la qualité aussi compte beaucoup en ce qui concerne les différences, la distinction entre les deux. La thèse constitue un véritable apport aux connaissances qui permet de vraiment dire que voilà un travail qui mérite son nom de thèse. Alors que la contribution du mémoire au savoir est limitée. C'est que la thèse souligne l'originalité du travail du doctorant et son indépendance et sa contribution au savoir. Alors que pour les mémoires de maîtrise, vraiment limité, bien sûr, il y a des cas exceptionnels. Je lisais un ouvrage où on a cité beaucoup le rapport de maîtrise de quelqu'un, souvent à plusieurs reprises, mais souvent, c'est plutôt les thèses qu'on cite, et justement parce que les thèses constituent... dans les thèses, nous voyons un véritable apport au savoir, un approfondissement incontournable des connaissances. Oui, Monsieur Minufier, vous voulez ajouter quelque chose? Monsieur Timothée, vous avez la parole. Oui, je voudrais poser une question. Je ne sais pas si... Oui, bien sûr. Okay. Nous avons déjà toujours 13 minutes. Allez-y, s'il vous plaît. OK. Vous avez, selon les responsabilités, lors de la lecture, vous avez énuméré les responsabilités de l'encadrant, de même que les responsabilités aussi de l'étudiant. Oui, et dans les responsabilités des étudiants, j'ai remarqué que lorsque l'étudiant faille, par exemple, à ses responsabilités, il peut amener à son renvoi. Et qu'est-ce qui en est, par exemple, de l'encadrant qui faille aussi à ses responsabilités? Intéressant. Madame la chef de département est là. C'est que essentiellement, oui, est-ce que vous pouvez répondre, réagir à sa question? Qui a une question très légitime, très intéressante, originale.
Est-ce que vous avez retenu sa question? Je suis en déplacement, il y a beaucoup de bruit. D'accord. Mais on vous attend. Donc, oui, donc si vous vouliez dire quelque chose, c'est vraiment intéressant, cette question-là, cette interrogation. Un étudiant qui n'est pas à la hauteur de ses responsabilités concernant la rédaction des tests peut être mis à la porte, et puis l'enseignant, l'encadrant. Est-ce qu'il y a des règlements aussi? Est-ce qu'il y a des sanctions pour arrêter pour l'encadrant? Oui, je peux vous dire, Monsieur Timothée, que essentiellement, fondamentalement, oui. Madame Bachar, vous êtes là? OK. Fondamentalement, la thèse ou le mémoire, c'est la responsabilité de l'étudiant. Il a besoin du diplôme, bon, il a besoin de ce rapport pour mériter le titre de maîtrisard ou bien de doctorant. Ce n'est pas le cas de l'encadrant. Bien sûr, il a une responsabilité morale et scientifique de guider l'étudiant à réaliser ce rapport. Mais fondamentalement, lui ou elle n'a pas besoin de ce mémoire ou de cette thèse pour mériter un autre titre. C'est cela peut-être qui explique que jusqu'ici, on n'a pas vu d'élaboration de sanctions à l'endroit de l'encadrant qui ne fait pas son travail. Mais c'est une question intéressante. Je pense que ici au Ghana, je ne sais pas, ailleurs, même en Afrique du Sud, il y a ce qu'on appelle, il y a un contrat signé. Bon, maintenant que l'université a formulé des contrats, peut-être que l'université peut utiliser ces contrats de non-performance pour sanctionner certains encadrants. Mais pour le moment, jusqu'à ma connaissance, est-ce qu'il y a un encadrant, un enseignant qui a été puni pour n'avoir pas aidé un étudiant à réaliser son mémoire ou sa thèse? Non, 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 non. Mais on peut quand même y réfléchir. On peut quand même y réfléchir et puis aussi peut-être changer le paysage, changer le paysage intellectuel. Je ne sais pas ce que les autres pensent de cette question. Docteur Imoru, docteur Poglu, docteur Kaiser, qu'en pensez-vous aussi? Docteur Poglu. Ouais, est-ce que vous m'avez Oui. D'après ce que je sais, bon, je pense que mon expérience vient d'ailleurs. Ailleurs, là où j'ai fait mes études, l'étudiant a le droit d'aller voir bon, en France, ce n'est pas le Graduate Studies Committee, mais il y a quelqu'un qu'on appelle le référent. D'aller voir le référent et de demander le changement de l'encadrant. Donc, c'est comme une petite sanction, puisque moralement, j'ose imaginer comme prof à qui on dit vous ne faites pas votre travail, donc on vous enlève l'étudiant, c'est une petite forme de punition. Donc, c'est ce qui est là-bas où le prof peut se faire, on dit ok, l'étudiant doit se faire diriger par quelqu'un et on demande à l'étudiant de choisir quelqu'un avec qui il aimerait travailler. Sinon, le référent se tâche de parler aux différents professeurs habilités à diriger des recherches et selon les domaines et les compétences, l'étudiant est redirigé vers... Mais ça arrive très rarement. Très, très rarement.
Oui, mais il y a théoriquement, lors de mes expériences, on nous a exposé cette possibilité, mais c'est très rare. J'imagine qu'ici à Legon aussi, on doit avoir quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est formalisé, mais il y a Graduate Studies Committee, donc j'ose imaginer qu'il y a quelque chose comme ça, sauf que peut-être ce n'est pas mis au devant de la scène. Merci. D'accord, d'accord. Merci beaucoup de votre intervention. J'ai constaté que M. Rachid, il a levé les mains. Donc, vous avez la parole, s'il vous plaît, Rachid. Oui, oui, merci beaucoup, prof. Vous avez tout dit. C'est à nous la responsabilité de mener notre thèse ou bien notre mémoire à terme. Donc, ça, c'est bien clair. Et tout ce que moi, j'aimerais dire aussi, c'est de suggérer à vous, nos professeurs, et de le faire passer aux administrateurs de l'université, de considérer comme critère de promotion le nombre de mémoires ou de thèses qu'un encadrant a pu aider à terme. Oui. OK, d'accord. Oui, c'est ce une qui se fait suggestion. aussi ailleurs, hein? D'accord. Ce qui se fait ailleurs, écoutez, d'accord, c'est bon. C'est bon, merci beaucoup. Maintenant, nous sommes arrivés au stade de recommandation. Et moi, parce qu'il nous reste encore 5 minutes, ce que je propose d'abord, c'est que les deux parties, les enseignants et les étudiants, revoient leurs attentes et puis aussi les formater, formaliser de manière adéquate et les partager avec tout le monde et enfin les stocker et héberger ces attentes sur le site départemental. De même aussi pour les présentations. Et pourquoi pas vos suggestions, hein, surtout Rachidi. Rachidi, la suggestion que vous venez de partager avec, vous pouvez ajouter cette recommandation avec, vous pouvez ajouter cette recommandation aux attentes, hein, que désormais, pourquoi pas, l'université peut utiliser le nombre de, ailleurs en Afrique du Sud, ailleurs, on utilise ces critères pour, en ce qui concerne l'avancement socio-professionnel des enseignants. Donc, vous pouvez l'ajouter à vos attentes, d'accord? D'accord, prof. Rachidi. Oui, prof. Et vous aussi, monsieur Timothée, vous pouvez orienter également votre constat pour l'intégrer à vos attentes. Maintenant, il nous reste seulement 3 minutes. Donc, monsieur Rachidi, on vous a donné l'occasion de poser la question. Maintenant, ce n'est pas maintenant le moment parce qu'il nous reste seulement 3 minutes. Et donc, monsieur le modérateur. Oui. Docteur Kaiser. Oui, professeur. Vous pouvez maintenant administrer les fiches d'évaluation, hein, anonymes et puis aussi fermer la séance. Oh là là, je n'ai pas encore ouvert ça. OK. Donc, une fois de plus, je vous remercie de votre soutien, de votre présence et de vos contributions. Et donc, monsieur le modérateur, la dernière tâche vous incombe. Okay, on vous remercie aussi, prof. Merci beaucoup. Alors, la cérémonie de clôture? Oui,
On peut bien sûr, si les formulaires d'évaluation ne sont oui, pas parce que prêts. Great, OK. Non, ça peut se faire plus tard. Pourquoi pas? OK, parce que je leur ai envoyé tout. OK. Je leur ai envoyé tout. Ils peuvent le remplir. OK, d'accord. Maintenant, la cérémonie de clôture. Oui. Il nous reste une minute, s'il vous plaît. Oui, bon, nous disons un grand merci au professeur Assa pour cette présentation très claire qui nous a éclairci beaucoup de choses en tant qu'encadrant potentiel et en tant qu'étudiant. Au nom de tous les étudiants et au nom de un grand merci et que nous allons prendre les recommandations en considération pour une meilleure direction de mémoire et de thèse dans le département. Encore une fois, je vous remercie. Docteur Tchachou? OK, elle n'est pas là. Et nous avons aussi le public. Oui, docteur Tchachou, oui. Merci beaucoup, professeur. Oui. Oui, merci beaucoup, professeur, d'avoir animé cette séance. Nous avons tous appris beaucoup de choses. Et merci à vous tous, surtout au docteur Kaiser qui nous organise toujours des séminaires très pertinents. Merci et bon week-end. OK. Merci beaucoup. Nous avons aussi l'occasion d'avoir des collègues d'autres universités qui sont parmi nous. Donc, nous vous disons merci de votre participation. Donc, merci à vous aussi, nos professeurs. Et bon week-end à tout le monde. Au revoir. Merci. Bon week-end. Au revoir. De même. Au revoir. Merci, prof. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, prof. Bon week-end.